Bien, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce webinaire dans le cadre de la journée organisée par WebIKEO autour de la formation et du learning. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Nous sommes régulièrement sur WebIKEO pour partager sur des questions de management, car vous le savez, c'est notre spécialité. Et on s'est dit pour cette journée avec Lydie que nous avions envie de prendre la parole pour vous partager nos convictions sur les questions de formation des managers, puisque depuis 37 ans, nous accompagnons le développement des compétences managériales. Et évidemment, en 37 ans, on a vu les choses beaucoup bouger et notre actualité nous amène à vous partager un certain nombre d'expériences, de convictions autour de ce titre assez original, le duo manager-collaborateur, clé de la réussite d'une formation hybride. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, moi je suis Pierre Egido, je suis ingénieur de formation, et je suis le patron de Chronos depuis une dizaine d'années, consultant depuis 20 ans, et je suis accompagné de Lydie, qui, vous allez le voir, et vous allez vite le comprendre, est la grande experte du sujet, et va très vite prendre la main. Ça marche, enchantée à tous. Donc, je suis Lydia Thiogbe, ingénieure pédagogique de ma part de formation. Donc, on se complète bien avec Pierre sur cette partie-là, et aussi Digital Learning Manager, notamment responsable du pôle digital chez Chronos. Alors, nous avons organisé notre présentation de façon assez classique autour de 3 grands sujets qui sont à peu près de même consistance et de taille. Un premier moment où nous allons finalement regarder ensemble à quoi correspond la relation managériale à l'ère de la pédagogie hybride, parce qu'on est très centré autour de cette question de la relation chez Chronos comme étant un élément clé de la réussite managériale. Mais cette relation à l'ère d'une pédagogie hybride, évidemment, est en train de bouger et nécessite un certain nombre de conditions et de sujets sur lesquels les managers, les collaborateurs, les RH, les patrons de formation doivent être sensibilisés. Nous zoomerons évidemment un peu plus ensuite sur le rôle de chacun et en interface, comment chacune et chacun dans la relation interagit et contribue finalement au développement des compétences de l'autre. Et vous verrez qu'on a une lecture assez originale de cette relation collaborateur-manager qui n'est pas qu'une relation managériale, mais qui est aussi une relation d'apprentissage réciproque. Et enfin, bien on verra comment est-ce qu'on peut encadrer, réfléchir autour de cette question d'être acteur de sa propre formation à travers le collaborateur, mais finalement un manager est toujours aussi un collaborateur dans un système. Et donc on regardera ça avec plus de précision et on vous partagera en fin évidemment de webinaire nos convictions, bonnes pratiques et ce à quoi on croit ou qu'on développe chez nos clients pour faire réussir cette montée en compétences à un moment où les entreprises sont chahutées, le manager est pressurisé par des enjeux extrêmement puissants, les collaborateurs sont souvent très fatigués, et là-dedans, il y a toute une myriade d'outils learning qu'on peut utiliser comme on veut pour pouvoir développer les compétences. Et l'idée, c'est d'essayer de s'y retrouver, et puis finalement d'avoir des convictions quand tout est possible. La question est de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire. Voilà pour le programme et les réjouissances. Et pour cette première partie sur la relation managériale à l'ère de la pédagogie hybride, je vais laisser la parole à Lydie qui va vous emmener tranquillement dans notre propos. Ça marche, merci pour cette introduction, Pierre. Donc, en première partie, en effet, on va parler de cette relation managériale, donc à l'ère de la pédagogie hybride. Si vous avez suivi un petit peu les autres webinaires organisés dans le cadre de cette série de webinaires, vous n'allez sûrement pas passer à côté du fait qu'en effet, on est dans une pédagogie dite de plus en plus hybride, blended learning. Pourquoi? Parce qu'on a des actions de formation qui sont de plus en plus courtes. On parle de micro-learning, de plus en plus variées, synchrone, asynchrone, distanciel, présentiel, de plus en plus en situation de travail. La FEST, voilà, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et de plus en plus individualisé. On a aussi tout ce qui est autour de l'adaptive learning, l'IA, entre autres. Face à tous ces changements, en fait, à ces évolutions des actions de formation, il est intéressant de se poser et de se dire, OK, quels sont les avantages finalement de cette nouvelle façon de se former?
ça répond à des besoins en fait bien concrets, hein, donc de plus en plus courtes. Pourquoi? Parce que ça permet de s'adapter aux contraintes organisationnelles, comme l'a dit Pierre à l'instant, qui sont de plus en plus fortes. De plus en plus variées, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'apprendre à son rythme, de se préparer avant une formation à son rythme, de revoir un contenu après une formation à son rythme ou entre deux sessions. De plus en plus en situation de travail, le grand avantage, c'est qu'on est au plus proche de la réalité terrain. Donc ça, pédagogiquement, c'est hyper intéressant. Et de plus en plus individualisé, en plus d'être au plus proche de la réalité du terrain, du concret, on est de plus en plus proche aussi des besoins de chaque apprenant. Donc là, on voit un peu les avantages de cette évolution de la formation, mais face à ça, face aux mêmes évolutions, il y a aussi des points de vigilance à avoir. Premier point de vigilance, c'est de plus en plus court, ok, ça impacte l'organisation, ça impacte aussi la pédagogie et notamment l'entraînement. Si on passe moins de temps, qu'on a moins de temps en formation en salle ou autre avec ex situ, en dehors du terrain, ça veut dire qu'il va falloir davantage s'entraîner sur le terrain. Et s'entraîner davantage sur le terrain, ça veut dire aussi s'accorder davantage de droit à l'erreur, puisqu'on continue d'apprendre finalement dans notre vie de tous les jours et dans le concret, dans le travail quotidien. Deuxième chose, de plus en plus variée, on entend parler de cette expression, vous avez peut-être déjà entendu, de formation sans couture. Il y en a qui parlent aussi de smoothie. J'avais entendu ça, j'avais trouvé ça très pertinent il y a quelques semaines au Learning Show, où on disait une formation aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit une salade de fruits où on vient piquer finalement chacun des fruits et le savourer. Il faut que ce soit comme un smoothie, qu'il y ait une fluidité finalement entre les différentes modalités. De plus en plus en situation de travail, point de vigilance, c'est OK, mais il faut être capable de s'organiser pour se sortir du quotidien. Il y a une chose qui est très importante en formation, c'est la relation, le lien entre quand je me forme ex situ, où je suis en dehors de ma situation de travail, je prends du recul, on l'a tous vécu, quand on vient dans un organisme de formation, dans un lieu qui est autre que notre quotidien, on a cette prise de recul, on a ce côté détendu, relâché, où ça permet plus de réflexion sur son quotidien. En se formant plus en situation de travail, il faut réussir à s'organiser pour pouvoir se créer ces temps et ce lien qui est essentiel pour l'apprentissage. Et troisième chose, de plus en plus individualisé, vous l'aurez deviné, le gros point de vigilance avec cette formation de plus en plus e-learning. On parle maintenant avec ChatGPT où on pourrait se former juste en questionnant une intelligence artificielle. Non, pour apprendre, bien sûr, il y a une dimension sociale qui est indispensable. Donc, c'est un point de vigilance également à avoir par rapport à cette évolution des actions de formation. Qu'est-ce que, de tout ça, de ces points de vigilance qu'on vient d'avoir, moi je retiens une chose, c'est un défi, un grand défi que vous devez tous vivre au quotidien, qui est, on est de plus en plus dans un apprentissage dit autodirigé, l'auto-formation, un apprentissage autodirigé. Je vais me permettre de lire la définition de Knowles par rapport à ça. Qu'est-ce qu'un apprentissage autodirigé? Donc, c'est un processus dans lequel les individus prennent l'initiative avec ou sans l'aide d'autrui, notamment, on en reviendra par rapport à cette relation managériale, de déterminer leurs besoins de formation, de recenser les ressources humaines et matérielles nécessaires à la formation, de sélectionner et mettre en œuvre les stratégies de formation adéquates et d'évaluer les résultats de leur formation. On voit bien que c'est tout un processus, toutes des étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir apprendre de façon autonome. Donc le défi, il est là. Et derrière ce grand défi, il y a 3 sous-défis pour moi qui sont une nouvelle forme d'organisation à trouver. On devine bien, ça peut apprendre sur le terrain, apprendre dans le quotidien du travail, s'organiser pour pouvoir le faire. Des rôles à repenser dans cette fameuse relation managériale, mais aussi avec le formateur, avec les autres apprenants, et de nouvelles postures à adopter. Comment ça se traduit à travers notre duo? C'est qu'on doit avoir un collaborateur qui est de plus en plus autonome, acteur de son apprentissage, on l'a dit, on le voit, on l'entend, on le vit tous les jours. Et en face de ça, un manager qui, lui, doit pouvoir permettre finalement cette autonomie. Donc un manager plus facilitateur, développeur, coach formateur.
Donc, notre conviction qu'on va chercher à défendre avec vous aujourd'hui, c'est que ce duo manager-collaborateur est une clé de la réussite d'une formation hybride. Et alors là, j'ai envie d'utiliser une petite analogie. Pour moi, qui suis une ancienne sportive et encore sportive d'ailleurs, je suis une fan de foot et je joue au foot. Et en fait, quand je vois ce petit collectif d'apprentissage, on n'apprend pas seul, on apprend avec les pairs, le formateur, le mentor, le RH, le manager. Pour moi, dans le sport collectif, j'ai toujours vu l'importance d'un duo qui fonctionne, notamment dans le foot, pour ceux qui sont passionnés de foot, mais ça peut être en volley, en hand, en basket. Essayez de vous projeter sur un sport collectif que vous avez déjà pratiqué. Je suis sûre que vous avez tous en tête un partenaire dans cette équipe avec qui les choses se passaient facilement, naturellement. Voilà, on se trouve. Voilà, je te passe la balle, hop, comme par hasard, tu es arrivé juste derrière moi et c'est fluide, quoi. Et on a beaucoup de binômes de footballeurs qui ont fonctionné comme ça, pour les plus connaisseurs, Platini-Giresse, Pogba-Kanté, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre, Xavi Alonso et Busquets pour les plus mordus de foot comme moi. Ça ne te parle pas trop, Père, c'est ça, Trop, toi? non. Mais toi, tu me disais la musique, par contre, Oui, tu vois aussi je un partageais rapport? avec Lydie en préparant ce webinaire que moi, j'ai joué pendant longtemps dans un groupe et en tant que guitariste, et qu'il y avait un des musiciens avec lequel, sans se regarder, on se comprenait, c'était le batteur, et qu'il y a cette relation, ça faisait écho, cette relation toujours à l'intérieur d'un collectif qui fait que, avec cette personne, il y avait des défis, il y avait l'envie d'être meilleur, il y avait l'envie de soutenir, il y avait la capacité à récupérer quand il y avait un contretemps ou quand moi il y avait une fausse note. Voilà. Et le groupe, finalement, le groupe au sens vraiment du groupe musical, savait que notre duo faisait que le truc tournait et qu'on était capable de prendre des risques, d'improviser, et qu'en concert, donc en live, c'est ça qui structure et qui rassure quand on est vraiment dans l'action. Parce qu'on répète, on peut toujours préparer et fignoler, mais quand on est dans l'action, quand on est en match, c'est là où il faut intuitivement savoir sur qui on peut compter. Et finalement, quand on forme des managers, c'est notre métier principal. Cette semaine, j'étais avec une équipe de managers dans un grand groupe industriel et je leur disais, vous êtes tout le temps en compétition, rarement en entraînement, contrairement à des grands sportifs qui sont tout le temps en entraînement pour quelques grandes compétitions. Donc, profitez de ces moments pour travailler le training, puisque c'est notre marque de fabrique pédagogique. Et la grande question sur laquelle on discute, c'est comment, lorsque vous revenez en compétition, vous êtes soutenu pour pouvoir voilà, mettre en application, sachant qu'on travaille avec des vraies personnes. Le management, c'est une matière extrêmement exigeante parce que elle est imprévisible de par la nature, qu'on travaille avec des gens et que les gens, évidemment, on ne peut pas les empapaouter, les manipuler, les gouroutiser, qu'on ne peut pas prédire leurs réactions. Donc tout l'enjeu, c'est d'être très fort, soit sur ses appuis, et puis d'avoir une personne ressource qui est effectivement est le manager, en l'occurrence ici pour le collaborateur. Et donc, toutes ces équipes qui réussissent, tous ces binômes, tous ces duos, ce qu'on voit aussi, c'est que moi, je reprends mon analogie avec le foot, mais mes deux milieux de terrain, là, qui sont les personnes clés sur un match de foot, ils sont proches l'un de l'autre sur le terrain. Vous voyez, ils sont l'un à côté de l'autre, ils sont complémentaires. Souvent, ils ont une vision du jeu qui est complémentaire. Il y en a un qui va être plus offensif, l'autre qui va être un peu plus défensif. Et ils sont tournés vers un même objectif. Et en fait, quand je reprends ces trois ingrédients-là, pour moi, j'y retrouve ce qui fait que ça marche quand j'arrive à créer un duo d'apprentissage pour moi-même atteindre mes objectifs. Donc, pour que cette clé fonctionne, il est indispensable de devenir ce qu'on a eu envie d'appeler des partenaires d'apprentissage, un peu comme des partenaires dans un groupe de musique ou des partenaires sur un terrain de sport, où on va se passer la balle finalement dans notre relation d'apprentissage entre le manager et le collaborateur. Je t'aide à progresser, tu m'aides à progresser. Voilà. Quel rôle chacun joue-t-il dans la formation de l'autre? C'est ce qu'on va approfondir juste après. Et pour que cette clé fonctionne, il est indispensable de devenir acteur de son apprentissage. Ce sera toujours le collaborateur qui apprend pour lui-même. Mon manager ne peut pas apprendre pour moi. Le formateur ne peut pas apprendre pour moi. Je suis le seul à pouvoir être vraiment pleinement acteur de mon apprentissage. Donc, je m'aide à progresser. Comment devenir pleinement acteur de son apprentissage? Avant de poursuivre sur nos deux parties et d'approfondir ces deux points, on a envie de vous poser la question, après cette introduction, à votre avis, le duo manager-collaborateur est-il encore plus important dans le cadre d'une formation hybride?
Alors, est-ce qu'on a des réponses, Cécilia? Une tendance, 100% pour le oui. Ah, plaisir ça. Ok, on est alignés déjà, c'est bien. Et puis, si jamais il y en a qui ont des doutes encore par rapport à ça, ou qui ont des remarques, n'hésitez pas à commencer à les noter. Et puis enfin, on a toujours une petite session questions-réponses. On sera ravis en tout cas de pouvoir voilà, échanger, dialoguer, débattre un petit peu de cette question avec vous. Donc évidemment que le partenariat là, est un élément important dans l'apprentissage. Et ce qu'on va regarder finalement ensemble, c'est le rôle du manager dans la formation du collaborateur et du collaborateur dans la formation de son manager. Cette lecture est un peu moins habituelle et pourtant vous allez voir que c'est assez naturel finalement de regarder les choses comme ça. Alors, si on avance, d'abord on peut s'arrêter 2 secondes sur la modélisation qu'on vous propose ici. On a 2 ronds avec un trait qui les rejoignent, 2 couleurs, on a des mots en dessous, manager, collaborateur. On les a mis comme ça parce qu'il y a une équivalence. Il y a une équivalence qui vient casser, puisqu'on parle d'apprentissage, la logique managériale. Et ça, c'est un point important à avoir en tête parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus près de la réalité de ce que les gens vivent plutôt que cet organigramme qui représente le haut, le bas dans beaucoup de sociétés. Ce qui est en haut est plus important que ce qui est en bas, ce qui est en haut est plus spirituel que ce qui est en bas qui est plus terrien, etc., etc. Il y a une histoire de hiérarchie. Et cette hiérarchie, dans les apprentissages, elle existe évidemment. Le professeur, avant, il avait son estrade, ça marquait l'autorité, etc. Il y a des grands débats hein, sur faut-il réinstaurer l'autorité à l'école, les estrades, les blues, les machins, etc. Ramener à l'entreprise, c'est a-t-on des points d'appui sur cette question de l'autorité pour manager aujourd'hui et doit-on considérer que quand on manage, on a un rôle à jouer dans la formation de son collaborateur ou pas? Alors on pose la question parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui disent non, non, le manager n'a pas à s'occuper de la formation du collaborateur. C'est le service formation, c'est le mentor, c'est le tuteur, c'est le coach. On a mis des personnes en interne. Le manager manage. Il est sur l'activité, l'opérationnel, la performance. Nous, évidemment, on croit très fort à l'équivalence parce que même si le contrat de travail dit qu'il y a un lien de subordination entre le manager et son collaborateur, tout ça est finalement assez technique et juridique. C'est l'organigramme qui le dit. Dans le quotidien, il y a une équivalence qui va permettre l'apprentissage. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait transfert. Pour qu'il y ait transfert, il faut qu'il y ait capacité à se retrouver dans l'autre, à reconnaître l'autre comme étant une personne que je regarde ou qui me parle et que j'écoute. Donc en fait, on sait très bien que les apprentissages se font par une nécessité, surtout avec des adultes, de transfert et de reconnaissance. Le point important à noter aussi, c'est que l'accompagnement, puisque c'est de ce rôle-là dont on parle dans la relation d'apprentissage collaborateur-manager, c'est un des 3 rôles fondamentaux de tout manager, avec le rôle d'autorité et d'honneur et de porteur de sens, c'est que ce 3e rôle-là d'accompagnement, il est lié à un pouvoir d'expertise et que le manager, il est aussi nommé parce qu'il a la capacité à répondre à des questions opérationnelles. Mais pas que. Pas que. Il est aussi capable de créer les conditions pour encourager et permettre en fait des conditions organisationnelles qui vont permettre d'encourager l'autonomie. Et c'est ce qu'on appellera le manager facilitateur. Alors c'est connu ça, mais évidemment, le problème c'est que c'est très difficilement mis en œuvre et pourtant les recettes sont assez simples. La facilitation, il y a une belle définition qui dit que c'est une intervention légère à haute valeur ajoutée. L'intervention légère à haute valeur ajoutée d'un manager dans le cadre de l'apprentissage de son collaborateur, c'est de lui permettre de le sécuriser sur son organisation pour lui permettre d'être sur ce qu'on appelle des landscapes, des territoires d'apprentissage au quotidien. On est très près de la feste en fait. Hein, et de pouvoir, puisque les formations sont de plus en plus courtes, de plus en plus segmentées, de plus en plus multimodales, eh bien, il faut quand même qu'il y ait un lieu qui rassemble toutes ces pièces que le collaborateur doit rassembler. Et c'est l'objet de cette relation managériale, puisque tout n'est plus détenu à un endroit, dans un média et dans un espace-temps, alors il faut que tout ça soit rassemblé dans le quotidien du collaborateur. Un des rôles clés pour que cette relation managériale soit puissante et qu'elle soit facilitatrice des apprentissages hybrides, qui sont les apprentissages les plus courants aujourd'hui, c'est que nos managers créent ces conditions pour que le collaborateur puisse voilà, avoir des espaces-temps d'expérience pour pouvoir vivre, faire des erreurs, encadrer en sécurité psychologique. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième qualificatif dans cette relation manager-collaborateur, dans ce sens-là, hein, puisqu'on est bien du rouge vers le noir, là, dans ce sens-là, de gauche à droite, eh bien, c'est évidemment un grand classique, mais que le manager puisse mettre en place ce brief et ce débrief. Alors, cette semaine, j'étais avec des managers d'un grand groupe industriel, je vous l'ai dit tout à l'heure. On évalue la formation. Il y a un point sur l'évaluation de la préparation, la préparation. Et donc, est-ce que votre manager vous a, vous, manager, briefé, machin. C'est la note la plus mauvaise que j'ai eue. Alors, je ne suis pas complètement dépositaire, mais ça raconte quelque chose aussi. Parce que les managers que j'ai en face de moi disent non, non, mais Pierre, pour certains, mon manager, c'est même pas où je suis au moment où on se parle. Et d'autres disent, moi, il sait que je suis en formation, mais pas quoi. De toute façon, il n'a pas le temps. Et puis, à la limite, c'est pas grave. Machin. Alors, est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Ah non, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. On est adulte, aller en formation sans que notre patron le sache et revenir sans qu'il s'en rende compte. En quoi c'est ennuyeux? C'est ennuyeux parce que s'il y a une formation, c'est que manifestement, il y a une amélioration à aller chercher, quelque chose à faire, en vue avec le point 1 qui est de dire le travail est un formidable espace d'apprentissage, de territoire d'apprentissage. Si je suis tout seul et que mon patron, quand je le vois en entretien 2 jours après la formation, est complètement déconnecté de mes enjeux de formation que j'ai envie de mettre en œuvre, évidemment que soit j'ai beaucoup de courage, je lui dis, il a beaucoup d'écoute, il me dit, mais vas-y, pardon, excuse-moi, je ne savais pas, mais on va l'intégrer et je vais créer les conditions pour. S'il est moins délicat que ça sert à rien. On retrouve des gens, formation après formation, dans des parcours qui sont un peu dépités du manque d'intérêt, ne serait-ce que par le brief et le débrief de formation. On n'arrive pas à faire les deux, on en fait au moins un des deux, mais punaise, qu'est-ce que c'est agréable quand on revient de formation et que le patron prend 10 minutes pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des enjeux de mise en application nécessaire pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, explosion des modalités, temps réduit, voilà, et qui nécessite que le collaborateur soit acteur. Mais il n'est pas acteur tout seul, c'est pas un indépendant qui fait sa journée de travail, il est dans un système et ce système doit l'accompagner là-dessus. Et puis évidemment, enfin, tout l'enjeu, c'est de mettre en place, donc ça c'est le manager développeur, hein, ce qu'on vient de voir, et le manager coach ou formateur, eh bien tout son travail, ça va être d'encourager les situations apprenantes. Alors, accepter le droit à l'erreur, faire du feedback constructif, constater et valoriser les progrès, tout ça sur des choses connues qui sont aussi des actes de management en eux-mêmes, mais qui sont des actes de management favorisant les situations d'apprentissage, donc favorisant l'apprentissage. Voilà, de façon à pouvoir répondre finalement à ces questions. Est-ce que la personne applique ce qu'elle a appris et comment elle l'applique? Parce que vous savez, apprendre, c'est pas forcément positif. On peut mal apprendre quelque chose. On peut mal apprendre à conduire et être un piètre conducteur. On peut mal apprendre à monter à cheval. On peut mal apprendre à jouer de la guitare. Et voilà. Et donc, apprendre n'est pas, le fait d'apprendre n'est pas forcément gage de réussite. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les managers soient capables d'être, on peut peut-être passer à la slide d'après, hein, dans le co-apprentissage. Donc, dans ce dispositif qu'on appelle, nous, miroir, dans ce partenariat d'apprentissage, parce que, en fait, apprenants et managers échangent leurs expériences. Quand mon collaborateur revient d'une formation, normalement, quel que soit le thème, que ce soit hard skills ou soft skills, ça devrait m'intéresser aussi parce que ça me concerne. Et particulièrement, nous, quand on forme des managers sur la gestion du temps, l'organisation de l'activité, le télétravail, les soft skills, la communication, l'entretien annuel ou tout type d'entretien, ben, quand je manage, c'est forcément quelque chose ou quelqu'un, et c'est souvent quelqu'un. Et si ce quelqu'un a upgradé lui aussi sur sa capacité à faire l'entretien, à mieux gérer son temps, etc., ben, la rencontre post-formation va être une rencontre extrêmement riche qui va nous permettre de mettre en œuvre vraiment les apprentissages qui ont été vus. Alors parfois, on arrive à déployer chez nos clients des systèmes en miroir, hein, ce qu'on appelle des dispositifs miroirs, faire monter en même temps collaborateurs et managers sur des sujets communs avec des perspectives un peu différentes parce qu'ils sont collab ou managers, mais au moins réussir à créer cette dynamique de co-apprentissage parce que le débrief peut être aussi un super moment pour moi, manager, pour redécouvrir des choses, apprendre, m'interroger sur ma pratique, me rechallenger. Comme le brief peut m'interpeller, je vois le plan de la formation, je lui dis, tiens, ce serait sympa que tu me parles de ça, etc. Alors tout ça, c'est connu. La difficulté, c'est que c'est pas toujours mis en place. Et évidemment, ça sera mis en place si on vient rentrer dans le jeu et dans la danse l'autre qui est l'acteur de l'apprentissage et le collaborateur dans la relation, à qui on autorise aussi à prendre une vraie place dans ce partenariat d'apprentissage et à qui on dit, ben, tu es acteur, et ça c'est ce que Lydie va vous expliquer, de ton apprentissage et tu es aussi
en droit de demander un certain nombre d'engagements de ton manager parce que ben, ça va dans le sens de l'histoire, au regard des modalités d'apprentissage actuelles, des investissements financiers qui sont faits, et puis des enjeux de performance au quotidien qui sont et qui continuent d'être la clé de succès des entreprises. Pour aller encore sur un autre aspect par rapport à ce co-apprentissage, moi, il y a une phrase, alors c'est rigolo parce que c'est un extrait de chanson Disney, vous allez rigoler, mais c'est dans Tarzan, Phil Collins qui dit « In learning you will teach and in teaching you will learn ». En anglais, on est beaucoup plus précis sur ce vocabulaire de apprendre et former. Nous, on a tendance à mettre apprendre pour dire former, ce qui est totalement faux. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette petite phrase? En fait, c'est que en découvrant les choses et en les redonnant, on réapprend nous-mêmes, vous voyez, et en expliquant à l'autre, eh ben, c'est comme ça aussi qu'on valide ce qu'on a appris. Donc, il y a vraiment une richesse, et moi, j'adore à chaque fois que je forme les formateurs, ben, je reprends cette petite phrase qui, pour moi, résume absolument toute ma conviction, en fait, de ce qu'est la pédagogie et de ce qu'est apprendre, quoi. Lydie dit souvent enseigner, c'est apprendre 2 fois, et C'est ça. c'est exactement ça. Quand nous, en formateur, on monte sur scène et qu'on rencontre des managers, ben, on est percuté aussi sur nos convictions, sur les concepts, sur les outils, et on réapprend et on réinterroge nos pratiques, et ça fait avancer les cheveux vite. Il n'y a pas de savoir absolu, ni en sciences dures, ni en sciences molles, et particulièrement en management, qui est une science extrêmement vivante. On passe à notre dernière partie. Allez, et pas l'une des moins importantes, n'est-ce pas, dans ce webinaire. Une grande question qu'on se pose quasiment tous les jours en tant qu'acteur de la pédagogie, et notamment de la pédagogie à l'ère hybride. On l'a dit, on l'a mis en avant. Ce qui est important aussi, c'est que le collaborateur soit acteur de sa formation. Donc, nous, derrière, on y voit ce fameux concept d'empowerment que vous retrouvez tout simplement juste en dessous de notre logo, puisque voilà, logo, notre comment on appelle ça, notre baseline, Empower People. Donc, nous, c'est quelque chose auquel on croit et pour lequel on se bat pas, mais pour lequel on accompagne tous les jours finalement nos apprenants. C'est vraiment de les encourager et de faire en sorte de les amener dans une pédagogie où ils seront eux-mêmes dans cette dynamique, finalement, être acteur de son apprentissage. On peut peut-être faire un tout petit zoom sur l'empowerment. Il y a un webinaire qu'on a animé il y a 1 an ou 2, peut-être 1 an sur le sujet, si ça vous intéresse. L'empowerment, c'est un concept qui est difficilement traduisible. L'empouvoirisation, si on le disait en français, l'empouvoirisation, c'est-à-dire la capacité à mettre les gens dans le pouvoir de faire quelque chose. C'est le développement du pouvoir d'agir, c'est la meilleure traduction française qui existe, développement du pouvoir d'agir. Donc, empowerer quelqu'un, ça se dit pas, c'est créer les conditions pour développer sa capacité à agir par lui-même. Donc, on voit la philosophie qu'il y a derrière, la liberté, le développement personnel, etc. La possibilité de prendre sa vie en main, de ne pas subir les entretiens qu'on fait, de ne pas subir une condition de travail, de ne pas subir une relation toxique avec son manager, de s'autoriser à. Et ce mouvement d'empowerment, il est très puissant parce qu'il nous vient de la société civile avec des mouvements de révolte en fait. Fin du 19e, le mot a été inventé, posé en Angleterre avec des premiers mouvements féministes en fait dans les industries. Et puis il y a eu tout un mouvement aussi de community organizer aux États-Unis avec un Barack Obama à l'époque qui est monté très fort en puissance sur les communautés noires, qui était dans cette dynamique-là d'empowerment, c'est-à-dire faire en sorte que les populations opprimées se prennent en main et qu'elles arrêtent de subir. Et l'empowerment, c'est venu finalement injecter le monde de l'entreprise il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. Ça s'est un peu perdu de vue, c'est remonté très fort. Alors, pourquoi c'est remonté très fort? Parce qu'il y a des enjeux de vitesse, d'innovation, et beaucoup d'entreprises ont découvert que quand elles avaient 500 ou 5000 personnes, elles pouvaient imaginer, rêver à ce que les 5000 soient empowerés tous les jours. Alors, on a commencé à dire aux managers, il faudrait empowerer vos collaborateurs. Mais alors, comment on fait? Et puis, évidemment, c'est pas que les managers qui peuvent y arriver. Il y a toute une philosophie, toute une logique managériale, un peu des grands principes de management à mettre en place. Mais il y a cette idée que l'autre est capable de se prendre en main et de se développer. Et c'est ça qu'il y a derrière notre philosophie. Si on reprend juste un petit exemple pour illustrer concrètement, tout à l'heure on disait le manager facilitateur, il va aider à dégager du temps.
le collaborateur acteur de son apprentissage, il doit chercher non pas à ce que son manager lui dise « Bon, ok, je t'ai bloqué une demi-heure lundi pour que tu puisses faire ton auto-formation ». Non, c'est à lui aussi d'être force de proposition, d'être dans la demande et puis de s'organiser lui-même ses espaces-temps dédiés à l'apprentissage. Voilà, c'est pour donner un petit exemple concret par rapport à ça. Alors, pour préparer ce webinaire et répondre à cette question-là, on s'est plongé dans un article qui nous a passionnés autant l'un que l'autre. Et donc, il y a un article de Annie Gézégou de l'École des mines de Nantes et du Centre de recherche de l'Université Paris-Nanterre qui s'appelle « Apprentissage autodirigé et formation à distance ». Tout était dans le titre, mais alors après, il fallait rentrer dedans, essayer de comprendre un petit peu ces idées qui étaient défendues. Et donc, on s'est dit qu'on avait envie de vous partager, en fait, cette lecture parce que nous, elle nous a vraiment enrichi sur, tiens, comment on pourrait vraiment, nous, essayer de favoriser, quel est notre rôle en tant que pédagogue, quel est le rôle du formateur, quel est le rôle de l'apprenant. Finalement, sa lecture nous éclaircit par rapport à ça et on a envie de vous le partager. Alors oui, simplement elle nous propose donc de croiser deux axes. Souvent, quand on modélise, on a des axes, un axe en ordonnée, un axe en abscisse. Alors en ordonnée, on a ce qu'elle appelle le contrôle psychologique. Alors le contrôle psychologique, c'est la capacité que j'ai à rentrer dans une dynamique cognitive, à être en sécurité psychologique et émotionnelle pour pouvoir apprendre. Est-ce que j'ai tous les moyens à disposition pour pouvoir le faire? Et donc ça, c'est l'axe de l'ordonnée, l'axe de l'apprenant. Donc est-ce que nos apprenants ont un certain niveau de contrôle psychologique en situation? Et puis en abscisse, elle nous propose un axe qui parle plus de l'ingénierie finalement et du montage de la formation, qui est le dispositif de formation exerce-t-il un contrôle pédagogique fort ou un contrôle pédagogique faible, puisque ce sont deux continuums. Donc on a bien la notion de contrôle. D'un côté, c'est contrôle de soi, donc on est en contrôle, en maîtrise de soi et on a la capacité à… Voilà. Et de l'autre, on a le dispositif, est-ce qu'il est finalement très organisé, structuré, rythmé, cadré, mais c'est pas qu'une question de rythme, c'est aussi imposé, les objectifs, le pas à pas, est-ce que c'est très très verrouillé ou au contraire, est-ce que c'est très libre avec un contrôle faible qui n'est pas ne pas avoir de contrôle du tout, mais qui n'est pas l'absence de contrôle, mais qui est laisser des espaces pour que l'apprentissage puisse se faire. Et alors, évidemment, comme tout modèle, en croisant abscisse et ordonnée, elle vous fait apparaître 4 cadrans et elle nous invite à réfléchir à différentes modalités. Lorsque le contrôle psychologique est élevé et que la pédagogie est forte, qu'est-ce que ça donne? Lorsque c'est faible, qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Et donc, oui, la leçon qu'elle nous donne, c'est que vraiment, en fait, la configuration idéale pour favoriser un apprentissage autodirigé, c'est que l'apprenant possède un contrôle psychologique élevé. On imagine bien, s'il est en mesure de gérer ses émotions, de s'auto-organiser, voilà, ça sera… Il est serein, il est en sécurité. Serein, en sécurité, sera favorable. Et face à ça, qu'en fait, c'est au plus le dispositif de formation, il exerce un contrôle pédagogique faible, au plus ça permet de mettre l'apprenant dans une situation de contrôle psychologique élevé. Et donc, finalement, notre configuration favorable, idéale, elle se situerait vraiment par rapport à ces deux axes-là. C'est-à-dire qu'on ait un dispositif de formation qui offre à l'apprenant une certaine, même une grande liberté de choix, elle dit, pour structurer ces situations d'apprentissage. Ensuite, elle a un deuxième axe de lecture, un deuxième critère finalement qu'elle vient croiser par rapport à ce contrôle pédagogique fort et faible, c'est le niveau de présence. Bien sûr, on le sait tous, c'est redit très justement dans cet article, la présence, qu'elle soit sociale, la présence d'autres pairs, la présence cognitive, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion réelle sur ce que je suis en train de faire, et éducative, que je suis en train de me former, où j'ai la présence d'un formateur, d'un apprenant, d'un tuteur pour pouvoir m'aider à progresser. La présence dans ce dispositif de formation à distance est un facteur crucial pour l'apprentissage autodirigé. Bien sûr, on est tous conscients qu'il faut recréer à distance une certaine forme de présence. Et donc,
Simplement, Ouais. sur la présence de 2 points. Le premier, c'est que dans notre matière, les clients nous ont suivis et ce sont eux aussi qui ont donné le ton. Au moment du covid, tout est parti en classe, en visio, en classe virtuelle. À la sortie du covid, tout le monde a dit, «Le présentiel est mort, machin». Le présentiel n'est pas mort et il a encore de belles années devant lui, particulièrement dans ce type de matière, le management, qui nécessite cette fameuse présence, Tout à fait. qui est très altérée. Là, en ce moment, on n'est pas ensemble, en fait. Vous êtes derrière votre ordi, certains écoutent en faisant autre chose. Voilà, et c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais si on était dans la même pièce, ce serait beaucoup plus intense. Et il y a même un modèle en leadership qui s'appelle le presencing, qui explique comment on arrive à aller chercher, en fait, du leadership réellement par un certain nombre un processus qui est lié à la présence qu'on installe et ce qu'on peut faire quand on est vraiment en présence avec des gens, dans le regard, etc., dans l'intensité, voilà. Là, par exemple, Cécilia qui est derrière, que vous ne voyez pas, elle vient de nous faire ça, on dit ça avec deux mains, disant il reste 5 minutes, ça c'est sa 10, présence, 10, 10, ça 10, va, on est c'est sa large. présence qui fait ça, et si elle le faisait derrière son écran, ça aurait beaucoup moins d'impact. Voilà, la présence est un élément extrêmement important dans l'apprentissage parce que ça sécurise aussi. Bon, et puis après, sans parler de la notion d'altérité, d'empathie, non pas miroir, mais la vraie empathie altruiste, enfin tout ce qui permet finalement aux gens de s'encourager à apprendre, de faire des efforts, de tenter et tester des trucs. Et donc, quand elle recroise de nouveau ces deux axes, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'au plus un contrôle pédagogique est faible, finalement, au moins on met de deadline forcés, où on impose un petit peu le rythme, au plus ça offre de possibilités de présence. Vous voyez, en fait, voilà. Et cette présence sociale, cognitive et éducative. Donc, finalement, c'est cette configuration-là qui est la plus Tout intéressante. à fait. Donc, ce qu'on est en train de se dire, c'est que dans des modalités aujourd'hui très à la mode qui sont hybrides, où les temps sont de plus en plus courts, les modalités sont de plus en plus éparpillées, ce qu'on a perdu d'un côté, il va falloir le retrouver de l'autre si on veut réussir à acquérir et développer des compétences. Et le récupérer de l'autre, c'est que le manager et les espaces de travail au quotidien doivent récupérer ce qui a été perdu dans les ingénieries plus classiques. Sinon, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et c'est le grand mal, à mon avis, nous qui sommes un peu des spécialistes de l'ingénierie de formation depuis 20 ans, c'est le grand mal qu'on constate. Il y a des dispositifs qui s'appauvrissent au détriment de beaucoup de gadgets, mais qui s'appauvrissent dans les apprentissages. Et moi, je ne donnerais pas mon corps à l'opération si le médecin m'expliquait qu'il avait fait des dispositifs de formation avec un peu de poète-poète à gauche, une demi-journée à droite, un séminaire machin et un klaxon. Non que ce soit pas sérieux, mais il y a des moments où on le ferait pas. Donc, il faut que je sois sûr qu'ils me disent, moi j'ai été accompagné par un chirurgien qui a toujours été là, aujourd'hui c'est comme ça qu'on forme les chirurgiens, j'ai fait du klaxon, j'ai fait du ceci, j'ai fait du cela, par petites modalités, j'ai lu des PDF, mais surtout, j'ai appris le métier finalement beaucoup plus avec d'autres chirurgiens qui m'ont appris. On a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de simulations. Et finalement, si les apprentissages se reconstituent dans les espaces de travail au quotidien, alors je suis OK pour qu'ils interviennent sur mon corps. Voilà, c'est très important parce que on peut pas vivre ce mouvement sans comprendre que ce qu'on a perdu d'un côté, il va falloir qu'on le retrouve de l'autre. Les règles de l'apprentissage, elles sont immuables. Il y a beaucoup, alors en ce moment, c'est beaucoup la neuro, tout ça, tout le monde est neurologue, tout le monde a un avis sur le sujet. On était tous épidémiologistes pendant le Covid. Là, on est tous neuropsychopédagogues. Moi, je suis très humble, je suis pas médecin. Le cerveau, c'est très compliqué. L'IA est en train de nous le raconter. On a fait une intervention sur l'IA et la pédagogie il y a 15 jours. Voilà, le cerveau humain, il est très très loin d'être copiable par l'IA et c'est vraiment sans commune mesure. Donc on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans le cerveau. Ça, soyons humbles. Et tout ce qu'on peut constater, c'est comment est-ce qu'on arrive à apprendre dans certaines situations. Et ce qu'on constate quand même, c'est quand quelqu'un qui connaît son sujet l'explique et il reste à côté de nous pour nous montrer, faire et faire, faire et défaire et refaire, ça permet d'apprendre. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. OK, et donc pour créer cette présence effective, voilà, le dispositif de formation, il doit comporter une certaine flexibilité structurelle. Donc ça revient avec cette liberté aussi dont on parlait juste avant. Voilà. Donc les deux critères, vous voyez, de la façon croisée par ces différents axes ramènent au même sujet. Et donc finalement, quelle est la place et du manager et du formateur en support de l'apprenant qui n'apprend pas seul, on l'a dit, il y a besoin des autres, il y a besoin du collectif. Leur rôle, il est aussi et surtout de créer, à aider cette communauté d'apprentissage, aider à l'installer, aider à la développer. Donc voilà, donner des conseils. Nous, on fait intervenir Cécilia qui est là derrière nous. Et elle intervient en fait dans les intercessions de nos formations pour donner des conseils, pour s'organiser, pour collaborer, mais sans non plus
voilà, être à dire, OK, les gars, il faut vraiment que lundi 10, il faut que vous ayez rempli à tout prix votre truc, parce qu'en fait, voilà, si on met trop de contrôle pédagogique, ben, on risque de braquer, réduire, de braquer. bien sûr. Et on le vit tous, hein. Combien parmi vous, je suis sûre, vous avez tous en tête ces formations qu'on va animer et personne n'a suivi le travail préparatoire avant de venir. On en a beaucoup, en fait, des personnes qui font ça. Il faut vraiment essayer de se dire dans nos pratiques et réinterroger nos pratiques, même d'animation de communauté, de, voilà, est-ce que quelque part, on n'a pas mis trop de contrôle pédagogique? Est-ce qu'il ne faut pas lâcher un petit peu du lest, donner aux gens un objectif clair, précis et une marge de manœuvre et les enjeux, voilà, bien expliqués, bien accompagnés. Donc l'idée, voilà, être dans cette forme-là et essayer de mettre en place, de favoriser la spontanéité. Voyez, de permettre finalement, pourquoi pas, plutôt organiser un défi pédagogique qui durera tout le long du parcours et où les apprenants ils vont devoir s'auto-organiser entre eux pour pouvoir répondre à un défi sur une période de plusieurs mois. Plutôt que de dire, voilà, avant la formation, je veux que tu aies fait ci, après la formation, je veux que tu aies fait ci, avant l'autre formation, je veux que tu aies fait ci. Vous voyez, l'idée, ça va être de réinterroger un petit peu la façon dont on organise ces travaux d'intercession dans l'apprentissage hybride, quoi. Et toujours cette question de la reconnaissance, forcément, pour qu'il y ait spontanéité, c'est important aussi de reconnaître, dès que quelqu'un fait une contribution, de la reconnaître, quoi. Et donc, on est pas mal au niveau timing pour une fois. Il nous reste combien? 5 minutes. Eh bien, écoutez, on va nous faire notre petite conclusion et puis on aura un petit temps pour pouvoir écouter vos questions. Donc, en conclusion, nous, on a eu envie de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit avec 5 bonnes pratiques. Les 5 bonnes pratiques pour que notre duo manager-collaborateur soit en effet une clé de réussite d'une formation hybride. Déjà, c'est d'avoir bien en tête les avantages et les défis que pose cette formation hybride. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de se voir et d'agir en partenaire d'apprentissage. Les 2 milieux de terrain, là, ça y est, je vais te mettre au foot. Hein. Tu es avec moi à l'entraînement ce soir. C'est sûr. Où je me mets la musique avec toi. C'est ça, je vais aller au foot d'abord. Piano, guitare. Hein. Il y a du boulot encore de mon côté. Troisième bonne pratique, une relation managériale qui favorise l'autonomie et la responsabilisation. Moi, je peux en témoigner, je suis là avec vous. C'est la façon dont Pierre, mon manager, m'accompagne dans mon évolution chez Chronos. Et si j'ai réussi à préparer ce webinaire, je suis super fière du résultat qu'on a fait. C'est parce qu'on est dans cette relation-là au quotidien et qui me permet aujourd'hui d'être là à témoigner auprès de vous. Croyez-moi, ce n'était pas gagné il y a 10 ans quand je n'étais pas capable d'aligner 3 mots devant 5 personnes. Donc là, je ne sais pas combien vous êtes. Je ne veux pas savoir. Voilà. Quatrième bonne pratique, des contenus miroirs. Pierre en a parlé tout à l'heure. Hein, nous, on croit beaucoup en cette pédagogie-là où, à travers des contenus en miroir, sur des situations quotidiennes, par exemple, l'entretien annuel, hein, vous êtes peut-être nombreux à être sur cette thématique-là en ce moment. Ça peut être aussi sur le sujet des risques psychosociaux, la prévention des risques psychosociaux. On accompagne nos clients à former finalement en même temps le manager, le collaborateur sur ces thématiques-là pour qu'ils progressent ensemble avec le même vocabulaire et dans cette logique finalement de partenaire d'apprentissage. Pas plus tard que ce matin, on prépare une intervention un peu de dernière minute chez un de nos clients les plus fidèles et anciens. On a une intervention en miroir à faire sur manager-collaborateur et on se redisait que chacun des contenus va être un peu différent parce que ce seront 2 chemins qui vont se partir d'un endroit différent. Par contre, ces 2 chemins vont arriver au même endroit à la fin. Et cet endroit, c'est le moment où les collabs et les managers vont sortir de nos ateliers, se poser pour parler du sujet et qu'ils vont se rendre compte qu'ils parlent le même langage, qu'ils ont le même niveau d'éveil sur le sujet, qu'ils ont les mêmes outils, mais côté collab, côté manager, et que ça va pouvoir plug and play et prendre. Ça, c'est notre grande conviction. Ça fait 20 ans, moi, que je suis dans le métier. Ça fait des années que j'entends que les managers me disent à la fin, oui, mais mon manager, mon N+1, il n'est pas formé. Oui, mais en dessous, ils ne sont pas formés. Aujourd'hui, on a des moyens, on a de la techno, on a tout ce qu'il faut pour emmener tout le monde. Donc, le sujet, c'est plus est-ce qu'on peut toucher tout le monde, puisqu'il y a une démocratisation des outils et des pratiques à se former, à s'auto-former. Bien ou mal, ce sera un autre débat. En revanche, maintenant, il s'agit de réinterroger le fond et comment on fait en sorte que la question de l'entretien annuel ou de la gestion du temps soit définitivement réglée
une bonne fois pour toutes, entre manager et collaborateur, une bonne fois pour toutes. Un manager qui va à une formation gestion du temps, il revient, il est plein de bonne volonté, plein d'outils, son équipe n'a pas bronché, n'a pas bougé et elle n'a aucune idée. Alors on dit, bah oui, mais c'est à lui à former son équipe. On ne peut pas être objet d'un système d'apprentissage ou alors on n'a rien compris. Et quand on commence à mettre en place des choses pour soi, on fait des erreurs. Si l'équipe, elle, n'est pas là pour soutenir et n'a pas été stimulée sur le sujet, ça ne marchera pas. Donc nous, on est convaincus, toutes les expériences qu'on mène sont extrêmement pertinentes sur cette question des contenus miroirs, qui est la réponse à cette problématique, mais du point de vue du fond, vraiment du fond, pas de la pédagogie en elle-même. Et le dernier point, donc le fameux, on a évoqué juste avant, un dispositif de formation qu'il faut penser dans tous les cas collaboratif. N'oubliez jamais, même si vous mettez un e-learning, même si vous mettez de l'auto-formation, ça a son avantage, on l'a dit au début, apprendre à son rythme et tout ça. Mais il y a besoin du collectif en formation à distance. Donc un dispositif de formation qui soit le plus flexible pédagogiquement possible et collaboratif. Alors ça pose, et ce sera pour les dernières secondes, ça pose une question presque d'ouverture et de fond. À l'ère de l'IA et de l'ultra-personnalisation, parce que vous savez que l'IA, sur nos métiers en tout cas, c'est la grande promesse, c'est l'ultra-personnalisation des parcours de formation. Est-ce le bon chemin, puisqu'on sait depuis toujours, et il y a régulièrement des études sérieuses qui montrent qu'on apprend avec les pairs en collectif, par essai-erreur, par sérendipité et par l'apprentissage social. Donc l'ultra-personnalisation, donc l'ultra-individualisation, donc l'ultra-focalisation sur soi est-elle vraiment la bonne voie pour développer des compétences demain? Mais ça, c'est une question ouverte, alors qu'on vous pose, hein, peut-être vous avez envie de débattre juste après, à laquelle on n'a pas la réponse. Nous, on n'a jamais de réponse, ce sont des énigmes, on a quelques convictions, et en tout cas, on défend ces convictions sur notre matière avec nos clients. Voilà, merci beaucoup Lydie, parce que c'est Lydie qui a tout préparé sur ce webinaire. Mais c'est nos échanges, voilà, en fait. Nos échanges, évidemment. Ce que toi, tu m'apportes au quotidien. Vous voyez, pour moi, c'est à l'image de ce qu'on vit ensemble. C'est-à-dire tout ce que m'apporte Pierre depuis plusieurs mois sur ce qu'est le management et ce que moi, je lui apporte de ce que je pense qu'est la pédagogie, même s'il connaît déjà très bien le sujet. Finalement, on arrive à ce résultat-là aujourd'hui où on est capable de faire une analogie fine entre les deux activités qui, on le voit bien là sur le petit résumé, fonctionnent finalement les mêmes ingrédients de réussite. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Lydie, pour cette préparation. Merci, Cécilia, pour ta présence. Et comme il nous reste quelques minutes et qu'on a tenu notre timing, vraiment, et qu'on a la conclusion était un peu longue, eh bien, on va éventuellement répondre aux questions, aux remarques. Quand même des questions parce que j'ai promis de vous les poser, n'est-ce pas? Une remarque de Christelle qui nous dit « Le collaborateur a besoin d'être encouragé dans ses apprentissages. Il sort de sa zone de confort lorsqu'il doit pratiquer de nouveaux gestes. Où peut-il puiser l'énergie nécessaire pour prendre des risques s'il n'a pas de soutien managérial ?» Solidité personnelle qui est à travailler. Évidemment, Christelle, c'est une excellente question. C'est compliqué s'il n'y a pas de soutien managérial de prendre des risques. Il peut le trouver avec des acteurs autres autour de lui, évidemment, des collègues, le collectif peut l'aider, un HR VP, un responsable formation. Mais évidemment, le manager est tellement important pour la sécurité au quotidien que s'il n'a pas de soutien managérial, ça va être très compliqué. Autre question d'Aurélien. Pouvez-vous revenir sur le contrôle psychologique élevé et le contrôle pédagogique faible? Comment peut-on favoriser un contrôle psychologique élevé et comment fait-on avec des collaborateurs qui n'auraient pas de contrôle psychologique fort? Et pouvez-vous redéfinir ce que vous appelez contrôle pédagogique faible? Alors Aurélien, on va refaire une partie du webinaire. Je crains que vu la thématique aujourd'hui, on soit un peu contraint. Le contrôle psychologique, c'est la capacité à être en maîtrise en fait des situations cognitives, c'est-à-dire je comprends ce que je fais, j'ai accès aux informations, je sais où aller chercher, je suis bien dans ma tête, je suis serein. Voilà, c'est toute cette notion de contrôle, de maîtrise de la dimension psychologique de la situation dans laquelle je suis. Le contrôle pédagogique faible, c'est une façon d'expliquer que il n'y a pas dans l'ingénierie de mécanismes, comment on va dire, contraignants, pressurisants, de contrôle, de validation, de si tu fais pas ça, tu passes pas à l'étape suivante. Donc ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais ça veut dire que c'est très faible. Ça veut dire que c'est l'autonomie, l'initiative et la liberté de cheminement qui est valorisée dans ce type d'ingénierie. Tout à fait.
Voilà. Et la combinaison des deux, nous dit le modèle, hein, c'est toujours un modèle, la combinaison des deux, donc évidemment, des gens qui fonctionnent très très bien dans les apprentissages autodirigés, hein, parce que là on parlait de comment réussir des apprentissages autodirigés. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'on dit les modalités hybrides aujourd'hui ont déstructuré les dispositifs de formation et donc il faut compter et faire en sorte que les collaborateurs, que les apprenants soient beaucoup plus autodirigés. La question est comment faire en sorte qu'ils soient plus en capacité de s'autodiriger dans leur cheminement pédagogique, en travaillant et en s'assurant qu'ils aient un contrôle psychologique fort et en ayant des ingénieries de formation qui laissent de l'espace, parce que sinon, si on faisait le tour des cadrans, on verrait un contrôle pédagogique très très fort, c'est-à-dire qui serait très cadré, très orienté, dans lequel je n'ai pas à chercher, je suis obligé de passer des étapes, des trucs vraiment très machin, ça valide pas, il faut lire ça à tel moment, après c'est fini, machin, comme dans des cours, il y en a qui font des cours, machin, voilà, donc on suit le truc, il y a un rythme, tout ça avec un niveau de contrôle très élevé au niveau psychologique, ça pourrait soit fatiguer, soit démotiver, soit déstabiliser des gens qui ont besoin. Voilà. En tout cas, on ne serait pas dans une dynamique autodirigée puisque c'est le système qui dirige. Et le système, il dirige à condition que le système soit capable de diriger au bon endroit vu le contexte. Oui. J'ai un exemple concret là, que j'ai vécu cette semaine par rapport à la création d'un e-learning. Souvent, dans l'e-learning, on va mettre des QCM. QCM de connaissances, vous voyez, typiquement un QCM de connaissances, question fermée, on est sur un contrôle pédagogique fait dans le sens où on va pas te laisser la possibilité d'expliquer ce que tu as compris. Il faut que tu sélectionnes dans les choses. Je t'encourage pas finalement en proposant un QCM, question fermée, à réfléchir toi-même plus loin à la question et à essayer de te créer ta propre définition du sujet sur lequel je te questionne. Alors qu'un contrôle pédagogique, voilà, qui serait plus faible en fait, il dirait que donne-moi une définition. Donne-moi une définition, je te donne une correction, compare là. Vous voyez, je suis beaucoup moins forte dans mon contrôle pédagogique et je pense qu'en faisant ça, l'apprenant, il va se mettre dans une position un peu plus responsable par rapport à l'apprentissage. Mémoriser et recracher, c'est du contrôle, c'est la question de l'évaluation. Est-ce qu'elle est sommative ou formative? De l'autre, c'est une évaluation formative qui m'aide à faire des liens interreliés. Intelligence, c'est le même mot. Je fais des liens, je réfléchis. Donc, c'est moins satisfaisant immédiatement. Je n'ai pas 9 sur 10 sur un QCM. Par contre, je construis ma pensée. Et les dispositifs qui permettent de construire sa pensée sur des dispositifs. Alors, les deux fonctionnent en fait. Hein. Oui, les deux sont utiles. C'est complémentaire. Les deux sont utiles. Un pilote d'avion, il doit de façon très contrôle sommatif faire des choses et reproduire des choses. Mais dans certaines situations, par contre, il faut absolument qu'il soit capable de relier les sujets et de prendre des décisions. S'assurer qu'il ait compris et pas juste mémoriser les choses. C'est la nuance entre reformuler quelque chose et juste le sélectionner dans une liste. J'espère qu'on a répondu un peu à la question. Cécilia, y a-t-il d'autres questions ou remarques? Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Écoutez, super. Merci de votre attention. Et puis, on espère à bientôt. Bonne fin de journée sur Webikeo sur le thème de la formation et du learning. Et puis à très bientôt chez Chronos sur des questions de management. Merci. À bientôt.